Et voilà, bienvenue les amis dans ce nouveau JT du grenier qui, je vous le rappelle, est toujours réalisé sans trucage, sans montage, en direct, en une seule prise. Et oui, rien que pour vous. Et bien écoutez, mes trois petits singes de la sagesse, mes poules, mon chat et moi-même, sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle prévision sur le montant exact de la baisse de l'immobilier dans les 24 prochains mois. Et oui, 24% dans les 24 prochains mois, c'est à peu près ce qui va se passer. Souvenez-vous, on avait déjà fait une prévision il y a quelques mois bien concernant le taux d'inflation. Avant que tout le monde vous parle d'inflation, je vous avais dit qu'elle ferait à peu près 10%. Et bien là, on va essayer de démontrer pourquoi une baisse de 24% environ des prix de l'immobilier dans les 24 prochains mois, c'est a priori ce qui devrait nous attendre. Et c'est la même logique que ce qu'on avait fait pour l'inflation. Une affirmation, ça ne vaut jamais argumentation ni jamais démonstration. Et donc, je vous propose et je vous invite dans cette démonstration sur les prix de l'immobilier, ça monte, pourquoi ça baisse, quels sont les grands paramètres qui peuvent permettre de comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé, ce qu'il va se passer, combien de baisses, en combien de temps. Allez, venez, je vous emmène, ça va bien se passer. Vous allez voir, l'immobilier 23 ans de hausse, presque ininterrompue. La seule interruption réellement, c'est la crise des subprimes avec une baisse de 5 à 10%. En moyenne des prix de l'immobilier. En base 100, on était monté à 102, on est monté à 94, donc on est plutôt sur, allez, oui, bon, globalement, allez, pas plus de 10% de baisse. Encore une fois, de façon générale, et un marché immobilier, c'est toujours plein de marchés immobiliers différents. Ça pouvait ne baisser que de 5 ou 6% dans certains quartiers centraux de Paris et avoir des baisses beaucoup plus significatives, excusez-moi, et sensibles dans des zones plus rurales comme celle où j'habite par exemple, qui à ce moment-là avait corrigé beaucoup plus sévèrement. Donc globalement, de 2000 à 2023, eh bien, vous passez en bassant de 48 à 120, vous avez fait quasiment, allez, x2, x3 presque plutôt, x3 sur les prix immobiliers moyens. D'accord? Ce qui explique cette très forte hausse, c'est toujours les taux d'intérêt. L'immobilier est toujours fonction de la capacité d'emprunt des capitaines, d'accord? Donc les capitaines, c'est globalement des ménages, et un ménage, il peut emprunter ou pas emprunter, il peut emprunter beaucoup ou pas beaucoup, et quand vous faites la moyenne de tout ce que les ménages peuvent emprunter ou pas emprunter, eh bien vous avez la moyenne du potentiel de hausse de votre immobilier, ou de baisse, en fonction de la situation, évidemment. Alors ça, c'est... Donc, regardez ici, c'est 23 ans de hausse des prix, mais une inversion. Alors, regardez cette inversion, là, ici, là, celle-là, vous aviez la même, c'est celle-ci, d'accord? Et la suivante, c'est celle-là. Là, on est sur les prix parisiens, ici, d'accord? La suivante, c'est celle de 2015, et vous voyez, après, on était reparti. Alors, à chaque fois que vous avez une petite baisse dans ce grand cycle haussier de maintenant presque 25 ans de hausse, eh bien c'est parce que vous avez eu une hausse des taux d'intérêt qui sont venus faire un petit peu corriger les prix de l'immobilier, même si ça restait dans une tendance haussière, ce qui est assez logique puisque après chaque hausse de taux, eh bien vous aviez une baisse de ces mêmes taux d'intérêt. Alors regardez là sur les prix de l'immobilier à Paris, on est à presque moins 3% sur 2 ans, moins 1,5 sur 1 an, moins 1,2 sur 3 mois, donc on est plutôt dans une tendance de l'accélération de la baisse. Ça, ce sont les chiffres des notaires, donc c'est plutôt une source crédible et sérieuse, et ça n'empêche que à Paris sur 10 ans on est à plus 21, donc on est évidemment bien entendu encore sur des niveaux de prix extrêmement élevés, et c'est justement ce qui va faire le potentiel de baisse très important aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'en France, regardez, 1988 les prix de l'immobilier jusqu'à 2022, fin 2022, début 2023, et bien ici vous avez aux États-Unis également
évidemment, c'est l'indice Case-Shiller. C'est l'un des principaux indices américains pour suivre les prix de l'immobilier. Et là aussi, vous avez une baisse et une inversion de tendance qu'on avait retrouvée au moment de la crise des subprimes, sauf que cette fois-ci, ça se voit mal sur ce graphique qui est petit, puis qui passe pas forcément très bien à l'écran, mais je peux vous assurer que la pontification de la descente est bien plus importante aujourd'hui en 2023 que ça ne l'était en 2007-2008 quand il y a eu la précédente crise immobilière, celle dite des subprimes, qui avait évidemment fait corriger très sévèrement l'immobilier américain. Mais regardez, à cette époque-là, en base toujours, c'est des principes de base 100, on était là en niveau de prix, et vous voyez bien qu'en 2007, 2008, 2009, la crise des subprimes, on est sur des niveaux de prix qui sont quasiment 2 fois inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. D'accord ? Donc au plus haut de la bulle immobilière précédente, nous étions 2 fois plus bas qu'aujourd'hui sur les prix immobiliers. Et c'est normal, puisque depuis la crise des subprimes, quasiment, nous avons vécu dans un monde de taux d'intérêt presque zéro, pour pas dire négatif. Donc regardez, c'est logique, c'est la faute au taux, et 0 plus 0 égale la faute au taux, et quand les taux sont à 0, c'est pas la tête à Toto, c'est les taux qui permettent évidemment de solvabiliser massivement tous les acquéreurs, d'accord, des plus riches aux plus modestes. Avec des taux zéro, évidemment, c'est presque proche de zéro, c'est beaucoup plus facile d'emprunter, bien évidemment, qu'avec des taux d'intérêt qui vont monter, comme vous allez le voir. Regardez la crise des subprimes ici, eh bien, avant qu'il y ait la crise des subprimes, je vais faire ma Miss Météo, vous voyez, ça avait été nuageux avant. Donc, il y avait une grosse perturbation qui était arrivée. Cette grosse perturbation qui était arrivée là, au-dessus des États-Unis d'Amérique, eh bien, elle était liée à quoi? Elle était liée au taux d'intérêt, et je fais mon Alain Gillot-Pétré, c'était les taux d'intérêt qui étaient massivement montés, qui avaient été montés par les banques centrales. Et évidemment, les banques centrales, elles avaient commencé à monter les taux 2005-2006, ça monte, et puis 2007. Fin 2007, début 2008, c'est la crise des subprimes. Été 2007, ça commence à craquer sévèrement aux États-Unis. Et ben oui, parce qu'on avait monté les taux. Ici, les États-Unis, c'est la courbe orange. Et donc, en 2007, juillet 2007, on est à peu près là. Et on est à 5% de taux d'intérêt directeur de banque centrale, ce qui veut dire que vous, votre taux d'intérêt client, eh ben c'est plus cher, vous allez le voir. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. Et puis vous vous souvenez, il y avait eu cette histoire de subprime en fonction de si on était un bon emprunteur, un mauvais emprunteur. Eh bien, vous êtes noté un emprunteur A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z, c'est comme le DPE mais pour les bonhommes. Et quand vous avez un mauvais DPE, eh ben vous êtes un subprime, un sous-prime, un surprime, et donc vous payez une surprime de risque en fait, et donc vous êtes sous-coté, et donc, vous vous souvenez, on avait titrisé tous ces mauvais crédits pour en faire des bons crédits, on les avait mélangés avec des trucs, on avait mis ça dans des produits financiers qu'on avait étalés à peu près partout à travers la planète, mais étaler quelque chose qui sent mauvais, ça sent toujours très mauvais, même voire peut-être plus mauvais encore. Je vous rappelle que YouTube, on n'a plus le droit de dire des gros mots, donc je ne dirai pas ce gros mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc étaler tout ça n'a jamais évidemment permis que ça sente meilleur. Et puis après, on va baisser les taux, et regardez, ces taux, ils vont quasiment être à zéro pendant plus de 10 ans. On aura une petite faible remontée des taux avant que le Covid n'arrive. Cette petite remontée des taux va nous amener à un peu plus de 2,5% pour les États-Unis. Il n'y aura pas cette remontée de taux, par contre, en Europe. Donc en Europe, depuis la crise des subprimes, nous vivons dans un univers de taux extrêmement bas, donc ici on n'est pas à zéro, mais là on est à zéro depuis 2016 jusqu'à 2022. Nous avons vécu 6 années de taux d'intérêt zéro, voire même de taux d'intérêt négatif sur les marchés. Et donc c'était extraordinaire, quand vous étiez emprunteur, eh bien vous pouviez emprunter à moins de 1%. Il y a encore un an et demi, on était à moins de 1% pour les très bons dossiers. Alors regardez, là, j'ai fait exprès, ça ne concerne pas monsieur et madame tout le monde, mais ça concerne une grosse partie des acquéreurs d'immobilier parisiens, et la tendance, le LA national, je parle bien du LA national, de la tendance, c'est donné évidemment par l'Île-de-France et en particulier par
Paris l'emblématique. Bon. Et donc à Paris, les prix de l'immobilier, ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont par chez moi, où la maison entre 100 et 120 000 euros, chez moi, elle existe, d'accord ? Même avoir des maisons à 80, 90 000 euros. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des travaux à faire, il y a des travaux à faire, mais pour les gens qui sont un petit peu bricoleurs, bouineurs comme on dit chez nous, et bien pour celui qui va pouvoir bouiner un petit peu, eh bien, il peut vraiment acheter de l'immobilier pas cher, d'accord, même encore aujourd'hui, quand on compare ça évidemment au prix parisien. Après, le pouvoir d'achat local n'a strictement rien à voir dans ma petite Normandie et dans mon coin reculé de l'Eure avec le pouvoir d'achat qu'on peut trouver évidemment dans la capitale où vous avez tous les plus gros salaires et que les plus gros salaires lèvent le doigt. Donc j'ai fait exprès de prendre un couple, on imagine un couple extrêmement aisé qui va pouvoir avoir comme montant de mensualité 3 000 euros. Ça veut dire que le couple gagne 9 000 euros. Ça veut dire que globalement, monsieur, madame, c'est 4 500 euros chacun. Donc on parle d'un couple de cadres sup parisiens pour qui les choses vont plutôt bien et qui vont pouvoir payer une mensualité de 3 000 euros. Alors il y a 1 an et demi, avec une mensualité et un dossier comme ça, 3 000 euros, 9 000 euros de revenus, monsieur, madame, 2 capitaines qui sont plutôt jeunes, bien portants, jeunes cadres dynamiques parisiens dans la fleur de l'âge, assurables, etc., etc. Vous étiez à moins de 1% de taux d'intérêt, donc 0,95%. Donc moins de, on peut arrondir à 1%, mais 1% de taux d'intérêt sur 240 mois, c'est-à-dire sur 20 ans, avec 3 000 euros de mensualité, eh bien vous pouviez emprunter 655 000 euros et des brouettes. Je vous passe les berouettes, on s'en fiche un peu, les 498, mais 555 000 euros, et donc vous voyez que vous retombez sur ces fameux 10 000 euros le mètre carré, 100 mètres carrés, 1 million d'euros, et puis 70 mètres carrés, 700 000 euros. Voilà. Donc vous retombez sur ce qui s'achètent aujourd'hui dans Paris, autour de Paris, dans des arrondissements plutôt sympas ou dans des villes de proches banlieues. Vous pouvez avoir Vincennes, Saint-Mandé qui sont des banlieues un peu chics, Boulogne-Billancourt, vous passe Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, etc. Bon, tout ça, vous avez des prix comme ça et vous avez évidemment cette clientèle de cadres supérieurs qui va maintenir ces prix élevés. D'accord ? Parce que les revenus sont bons. Et donc on va rester sur cette mensualité constante, mais on va évidemment s'amuser à faire varier les taux. Aujourd'hui, sur 20 ans, vous êtes globalement à 3%, on va y arriver extrêmement rapidement. Donc aujourd'hui, à 3%, on n'est plus à 655 000 euros qu'on peut emprunter pour une mensualité de 3 000 euros, non. On descend à 540 000 euros pour la même mensualité de 3 000 euros, avec un coût du crédit, regardez, je n'en ai pas parlé, mais à 1%, le coût du crédit était de 64 000. Et là, à 3%, le coût du crédit, c'est 180 000. C'est absolument considérable. On est sur 240 mois, toujours 20 ans. On ne peut plus emprunter que 540 000 euros. On raisonne apport zéro, périmètre constant, machin. C'est juste pour vous montrer l'érosion terrible du pouvoir d'achat quand on a des hausses de taux d'intérêt. Et alors là, imaginons, parce que nous y allons, nous allons à peu près et rapidement d'ici la fin de l'année 2023, au moins à 4%, ça sera peut-être 4,5%, mais on va au moins à 4% pour les taux d'emprunt des particuliers, donc vous et moi. Et donc à 4%, toujours ce couple qui peut rembourser 3 000 euros par mois, bien pour sa mensualité constante de 3 000 euros, avec des taux à 4% sur 20 ans, nous ne sommes plus qu'à 495 000 euros de capacité d'emprunt, avec un coût du crédit de 224 000 euros, égale la tête à Toto. Donc vous voyez que si nous récapitulons, 655 000, 540 000 à 3% et 495 000 à 4%, nous sommes sur une baisse d'environ 24% du pouvoir d'achat de la capacité d'emprunt immobilière et donc du pouvoir d'achat théorique. Pourquoi du pouvoir d'achat théorique? Parce que évidemment, si je complète par de l'épargne personnelle, parce que je vends des stock options, j'ai eu un bonus, j'ai une donation, etc., ben évidemment, à la limite, je peux augmenter mon apport et quand même faire la transaction. Le problème, c'est que 95% des dossiers de crédit immobilier sont financés
dans des très grandes proportions, c'est-à-dire à plus de 80-90% évidemment par du crédit. Et donc les gens ne peuvent pas compenser, vous imaginez, 160 000 euros, c'est compliqué. Si vous achetez pas, de toute façon, vous payez un loyer. Et donc si vous payez un loyer qui est assez important, bah, vous dégradez votre capacité d'épargne. Et donc c'est compliqué pour vous d'acheter en augmentant votre apport, puisqu'en fait vous ne pouvez pas mettre plus de côté. Donc ça représente environ 24% du prix actuel. Et ça vous donne une bonne approximation de l'ajustement nécessaire des prix par rapport à cette nouvelle donne de taux. On sort violemment d'un monde de taux négatifs. On est passé de 0 et donc de moins de 1% pour les taux d'emprunt. On est déjà à 3, on va aller vers 4. En moins de 24 mois, c'est une hausse considérable et très rapide. Évidemment, le marché ne s'est absolument pas ajusté aujourd'hui pour permettre la réalisation des transactions. Et donc, vous avez une baisse de transactions et vous avez plutôt un marché qui se gèle aujourd'hui avec de moins en moins de transactions. D'un côté, des acheteurs qui veulent toujours acheter mais qui ne peuvent plus acheter parce qu'ils ont été évidemment désolvabilisés par ce contexte de hausse de taux et ils vont continuer à l'être dans les mois qui viennent. Et puis vous avez des vendeurs qui, eux, ne sont toujours pas ajustés et donc on est dans cette phase très attentiste où les prix commencent un tout petit peu à baisser. Vous allez le voir, ce sera l'une des dernières diapos, mais où pour le moment la baisse n'est absolument pas significative. On parle de 1, même pas 2%. Donc de toute façon, on est très loin de l'effondrement de la capacité d'emprunt aujourd'hui des ménages par rapport à des niveaux de prix qui sont évidemment stratosphériques. Donc vous avez deux règles qui sont très faciles à retenir pour comprendre un petit peu ce qui va se passer. C'est que en gros, le coût du crédit final, c'est les taux de la BCE plus 0,6. Voilà. Donc quand vous avez des taux moyens de la BCE qui arrivent à 3%, eh bien vous allez emprunter très rapidement à 3,60 et vous savez, cette fameuse histoire du taux d'usure qui augmente, et là je crois qu'on est à 3,57% sur le nouveau taux d'usure. Donc vous voyez, c'est 3 plus 0,60 égale globalement 3,60. C'est ce que vous allez payer assez rapidement pour un taux d'emprunt sur 20-25 ans. Chaque hausse de taux de 1% environ, alors vous savez, 1% c'est 100 fois, c'est 100 centimes en fait, donc on appelle ça 100 points de base. Donc chaque 1%, 2%, 3%, et ben on dit 100 points de base. Si la BCE augmente de 0,50, on dit qu'elle augmente de 50 points de base ses taux directeurs, voilà pour le petit jargon technique et financier. Donc à chaque fois qu'on augmente de 1, c'est-à-dire de 100 points de base, c'est globalement 8,3% de baisse de prix. Pourquoi? Parce que c'est 8,3% à chaque fois que vous augmentez, quand vous passez de 3 à 4%, la différence là entre 540 et 495, globalement c'est 8,3%. D'accord? Donc à chaque fois que vous augmentez de 1, vous dégradez la capacité d'emprunt de 8,3%. Donc si vous avez 8,3% de capacité d'achat en moins, eh bien, et ça c'est une moyenne évidemment pour tout le monde qui va être concerné, puisque 95% des acquisitions ne se font pas cash, mais avec un recours massif à l'emprunt, eh bien, vous avez une perte significative de la capacité de payer le prix. Donc évidemment, le prix doit s'ajuster. Les taux de la BCE vont vers 4. Passer de 1 à 4, c'est 300 points de base de plus. C'est 8,3% donc de capacité d'achat en moins, multiplié par 3 égale à peu près 24,9. Voilà, donc dans l'épaisseur du trait, on est entre 20 et 25% de baisse. Potentiel de baisse corroboré par nos évolutions de prix en base 100. En 2017, l'indice des prix est de 100 avec des taux à 4%. Donc en 2007, vous allez voir, en France, nous avions des taux à 4%. Et à ce moment-là, en base 100, nous étions à 100. Et aujourd'hui, on est à 120. Et donc, on retombe là aussi sur notre ordre de grandeur de 20 à 25% de potentiel de baisse. Attendez, où est-ce qu'il est mon truc en base 100? Où est-ce qu'il est mon truc en base 100? Il a disparu. Non, il est là. Voilà, c'était celui-là. Regardez, ici, quand je vous mets en 2007, on est à peu près ici. Donc, on est globalement à peu près à 100. Et aujourd'hui, on est à 120. Et à ce moment-là, ici, on est à des taux à 4%. D'accord? Des taux d'intérêt de la BCE à 4%. Je vous remontre ça. Toc, regardez ici, 2007, toc, BCE, la courbe bleue,
on est à peu près à 4% en 2007. Vous voyez? Et donc là, en base 100, eh bien, on est à 100. Voilà, on est à 100 en 2007 pour les prix moyens de l'immobilier. On va monter, hop, je me remets dessus. On va monter, regardez, on est donc à peu près à 100. On va monter jusqu'à 121, 122 peut-être à peu près aujourd'hui. Et donc voilà, si on retrouve des taux d'intérêt à 4%, en termes de taux d'intérêt directeur, eh ben, il serait logique que là aussi, on retrouve à minima notre base 100 de 2007 et qu'on corrige pour revenir en base 100 à 2007, qui était notre dernier point de référence. Donc, on corrige de 20%. Et tout ça est extrêmement cohérent quand on y réfléchit. On est vraiment dans cette logique de, globalement, on peut estimer que le marché, il est surévalué de 20 à 24% par rapport à la nouvelle donne de taux d'intérêt. Et donc, évidemment, vous n'allez pas, et regardez ça, c'était BFM Paris, là, hier ou avant-hier, et donc, baisse du prix de l'immobilier, Paris entraîne le reste de l'Île-de-France dans sa chute. Bon, rassurez-vous, là, on ne parle pas de 50% de baisse, on est sur, je crois, 1,2% de baisse, et puis 2 ou 3% maximum dans les villes qui corrigent le plus de l'Île-de-France. Alors, je crois que c'est Saint-Denis, et puis une ville dans le Val-de-Marne, qui doivent corriger d'un peu plus de 2%. Donc, voilà, on n'est pas dans quelque chose de catastrophique, et c'est normal que ce soit pas catastrophique. Vous êtes sur le marché immobilier, vous avez beaucoup d'inertie sur le marché immobilier. C'est un marché qui est extrêmement éclaté, où chaque personne fait sa vente et où chaque ménage, quand on fait notre achat ou notre vente, bah, c'est évidemment beaucoup l'achat d'une vie. Donc, si vous voulez, là-dessus, bah, on n'a pas envie de vendre mal, on n'a pas envie d'acheter mal, donc vous avez plus des phénomènes de blocage de marché, et puis petit à petit, vous avez des résistances fortes au niveau des vendeurs, des résistances fortes au niveau des acheteurs. On peut avoir des marchés bloqués, des baisses significatives du nombre de transactions, mais des prix qui vont s'ajuster évidemment petit à petit et progressivement. Donc les taux sur des niveaux de prix élevés, et ça c'est ce que je voulais partager avec vous en conclusion, les taux sur des niveaux de prix élevés vont avoir un effet dévastateur, parce que la capacité d'achat des ménages est encore plus fortement touchée, si vous voulez. Quand les prix sont très bas et que vous avez besoin d'acheter quelque chose à 80 000 euros et que la banque, elle vous dit « Ah ben, je te prête que 70 000 et qu'il vous reste 10 000 à trouver », c'est beaucoup plus facile de trouver 10 000 que de trouver 160 000 euros dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc 10 000 euros, on peut encore dire bah, je vais attendre 2-3 mois de plus, je vais demander à papa et maman de me prêter ou de m'avancer 5 000 euros, puis j'ai le frangin, il peut me prêter 2 500, bon bref. Donc je peux faire mes comptes d'apothicaire, je peux aller faire le tour de la famille et de mes solidarités familiales, amicales, etc. Donc je peux réussir à réunir 5 ou 10 000 euros. 160 000 euros, je ne trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on disait. Donc, plus les prix sont élevés, plus les hausses de taux impactent évidemment le pouvoir d'achat immobilier. La somme à trouver, le reste à financer, eh bien, il est évidemment considérable. D'accord ? Encore une fois, un reste à financer à 10 000 euros, ça n'a rien à voir avec un reste à financer de 160, 270, voire même de 200 000 euros. L'alourdissement, mais ce n'est pas le seul phénomène là. Si vous voulez, on est haut en tout. Donc on est très haut sur les prix de l'immobilier, on est très haut dans la remontée des taux, mais on est également extrêmement haut dans la fiscalité immobilière. Alors, je dis, oui, tant mieux, les riches qui ont de l'immobilier, c'est bien fait pour... Ok, très bien, mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est qu'on est très haut sur la fiscalité immobilière, que la fiscalité immobilière, elle augmente encore avec les taxes foncières qui augmentent, etc. Et donc, les hausses de taux vont parallèlement donner des alternatives aux investisseurs. Donc, j'ai des prix de l'immobilier qui sont très élevés. J'ai des taux d'emprunt qui deviennent très élevés. Mais ça veut dire que le corollaire, c'est que j'ai des taux de placement qui augmentent. Donc les taux de mes placements où je m'ennuie pas, je me fais pas suer à m'occuper d'un locataire, d'avoir un risque locatif, des dégradations, des travaux, des machins, des trucs, etc. Eh bien, si je peux placer 4% à 4% sur un contrat d'assurance vie sans m'embêter par rapport à gagner 2% en brut sur un placement locatif où il faut que je gère le locataire, où il faut que je fasse les quittances, où il faut que je paye beaucoup d'impôts, où je suis en plus pas sûr de gagner de l'argent parce que je suis sur des niveaux de prix très élevés, donc ça pourrait baisser en plus. Et puis à cela, il faut que je fasse des travaux, j'ai des DPE, j'ai des interdictions locatives liées à la transition énergétique.
eh bien, est-ce que j'ai intérêt aujourd'hui, moi, en tant qu'investisseur, à aller sur le marché immobilier? La réponse, elle est évidente, c'est non. Et un placement s'apprécie toujours par rapport à des alternatives. C'est pas ce placement dans l'absolu, c'est ce placement par rapport aux alternatives que je peux avoir à un instant T. Donc avec des taux qui remontent et des placements financiers qui vont devenir plus attractifs sur ce qu'on appelle les produits de taux, donc globalement les obligations, eh bien évidemment, je vais détourner massivement les investisseurs de l'immobilier qui est très élevé avec beaucoup de contraintes et une très forte fiscalité, et je vais les amener vers des produits financiers. C'est ce qu'on appelle la rotation des actifs. Chaque hausse de taux ou baisse de taux amène des allocations d'actifs qui sont évidemment complètement différentes. Et c'est extrêmement logique. Quand j'ai des taux qui sont extrêmement bas, proches de zéro, que le rendement financier n'existe pas sur les produits d'assurance vie, les contrats d'assurance vie sont tombés à moins de 1%. Donc moins de 1% d'apport, alors que là vous pouviez acheter des prix qui montaient, vous pouviez faire des bonnes affaires, les mettre en location, faire un peu de déduction foncière, enfin bref, il y avait un certain nombre de mécanismes qui faisaient que ça pouvait être intéressant. Et puis en 2 ans, on a eu un basculement complet entre un actif qui était intéressant à acheter en plus en créant du capital et du patrimoine avec l'effet de levier du recours justement à la dette, mais à la dette qui était pas chère puisque les taux étaient proches de zéro, donc s'endetter à 1% pour acheter un truc qui monte, c'est super intéressant. Mais s'endetter à 4% pour acheter le même truc qui va baisser, je vous assure, c'est pas du tout intéressant. Donc dans un cas, tout le monde y allait, et dans l'autre cas, tout le monde va passer son chemin, et vous les premiers, passez votre chemin, évidemment, sur l'investissement locatif aujourd'hui. Tout ça, ça va amplifier la baisse, et pour résumer, hausse de taux plus hausse des contraintes plus hausse de la fiscalité plus baisse des prix égale sans moi. D'accord? Moi, j'en veux pas. Je vous le laisse. Allez-y, prenez-le à ma place. D'accord? Donc évidemment, l'immobilier va baisser, mais ce n'est pas la bourse. Et la bourse, évidemment, vous pouvez avoir l'effondrement du titre en une journée. Vous ne pouvez pas avoir l'effondrement du marché immobilier en une journée, ne serait-ce que parce que pour vendre, il faut réunir des papiers, il faut des mois, il faut qu'on se mette d'accord, etc. Et entre le moment où vous allez même vous mettre d'accord, entre un acheteur et un vendeur, ils vont se mettre d'accord sur un prix, et le moment où on va enregistrer la vente chez le notaire lors de l'acte authentique, le fameux rendez-vous chez le notaire, le dernier où on remet les clés, si vous voulez, et puis on vous donne les sous, machin, etc., eh bien, vous allez avoir 3 mois globalement en moyenne. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur un marché instantané où on claque des doigts comme à la bourse où on fait des transactions en temps réel tous les jours sur le marché. Donc là, le marché immobilier est un marché qui a beaucoup d'inertie. Donc cette baisse de 20 à 25%, elle va avoir lieu. 20 à 25%, ce n'est pas un crack, d'accord? Dans un marché haussier qui a été multiplié par 3, perdre 25% et revenir au niveau de 2007, je vous assure qu'on est très 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 loin du niveau des années 2000. Je vous remets juste ça. Regardez, si on revient ne serait-ce qu'au niveau ici de 2007, en base 100, on est extrêmement loin des 48 de référence de l'année 2000. Je ne vous parle pas du siècle dernier, je vous parle du début de ce millénaire et du début de ce siècle. Moi qui ai connu le millénaire d'avant et le millénaire et le siècle d'avant, je peux vous dire que je vous parle aussi d'un temps que les moins de 20 ans ont oublié. Et oui, celui qui aujourd'hui a 25 ans et qui avait 2 ans en 1998, eh bien, il ne se souvient pas qu'à cette époque-là, on pouvait acheter dans le 16e arrondissement un appartement dans un immeuble pierre de taille dans les plus beaux quartiers de Paris à 1 500 € le mètre carré, c'est-à-dire 10 000 francs le mètre carré, et aujourd'hui dans ces mêmes arrondissements vous êtes à 10 000 € le mètre carré, vous payez en euros ce que ça valait en francs,
Là, on n'est plus dans une hausse de x3, hein, qui est un multiple de 3, qui est ça globalement la moyenne nationale. Sur ces beaux quartiers parisiens, on est sur x6,57, 957 fois plus, qui est le cours de l'euro, d'accord? Souvenez-vous, bah non, vous vous souvenez pas les plus jeunes, mais 1 euro, c'était 6,55, 957, donc il fallait 6 francs 55, 957 pour avoir 1 euro. Voilà. Et donc, eh bien, évidemment, quand on paye aujourd'hui en euros ce qu'on payait en francs, ben, ça veut dire un multiple par 6,5 sur à peu près 23 ans. Voilà. Et donc là encore, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Moi, avec ma barbe blanche, si, et je m'en souviens extrêmement bien. Alors, faut-il acheter? La question, elle est très compliquée parce que ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de votre situation financière, de votre situation de vie. L'immobilier pour la résidence principale, c'est aussi des projets de vie. Ce n'est en aucun cas uniquement que des projets financiers. Ce qui est certain, c'est que les prix vont être amenés à corriger. Je vous ai donné à peu près le montant et à peu près le délai. 20% sur à peu près entre 20 et 25%, donc on va dire 24% sur les 24 prochains mois pour avoir un petit moyen mémotechnique de retenir ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on achète l'hiver, et quand c'est l'hiver, je ne vous parle pas de la saison, je vous parle de la métaphore économique. Donc on achète dans les hivers économiques, on achète quand plus personne ne veut d'un actif. De la même manière, il fallait acheter en 1997-1998 quand l'immobilier était ringard et que quand vous disiez je prends un crédit sur 7 ans pour acheter un bien immobilier qui valait 7 fois moins qu'aujourd'hui, on vous regardait avec de grands yeux en disant mais non, le mieux c'est la location, le mieux c'est d'être locataire. D'accord? Pourquoi tu vas t'embêter avec un appartement et un crédit? Et donc, c'était ringard dans la fin des années 90, être propriétaire immobilier c'était ringard, c'est devenu un statut social et puis c'est devenu les happy few de l'immobilier, les gens ont fait des fortunes avec l'immobilier, donc l'immobilier est devenu attractif, puis vous avez eu des émissions télé sur l'immobilier, il a fallu rénover nos biens immobiliers, c'est Valérie Damido, puis il a fallu vendre du bien immobilier, ça a été Stéphane Plaza, etc. Donc vous voyez, l'immobilier s'est mis à plaire et est devenu tendance sur ces 20 années de hausse ininterrompue de l'immobilier, devenu un marché sur lequel tout le monde a surfé, les travaux, etc., etc. Mais ça va baisser. Ça va baisser. Et le mieux, c'est d'acheter évidemment quand ça baisse, donc acheter quand personne n'en voudra. L'hiver vient, c'est pas encore, et je vous en reparlerai. Je fais mon Renault parce que l'immobilier, ça remontera. Voilà, tralala. Et donc, évidemment, ça remontera. Ça remonte. Alors ça, c'est la lettre stratégique qui est actuellement justement en ligne dans vos espaces lecteurs et donc où je vous parle justement aussi de l'immobilier dans ce numéro spécial de comment placer son argent en 2023. Mais on en reparlera encore et encore tout au long de cette année 2023 dans la lettre stratégie pour mes petits abonnés chéris. Pourquoi? Parce que ça sera un sujet majeur de l'année et un sujet majeur avec des opportunités d'achat majeures en fonction du comportement des taux d'intérêt et de nos prévisions des évolutions de taux d'intérêt. Allons-nous être sur un cycle long de taux d'intérêt élevé ou sur un cycle court de taux d'intérêt élevé? Et en fonction, vos prix immobiliers et le potentiel de baisse n'a strictement rien à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire et ce que j'avais envie de vous dire cette semaine. Vous me mettez des petits pouces bleus là, machin. Vous pouvez vous abonner à la stratégie là-haut parce qu'il y a un petit truc qui doit s'afficher. Sinon, vous avez le lien en dessous dans la description. Vous avez plein de commentaires. Alors débattez entre vous, c'est génial parce que ça fait marcher les neurones et l'intelligence collective de la communauté. Donc n'hésitez pas à échanger, à compléter, à amplifier, à développer encore plus ce que j'ai pu dire, et puis évidemment à chaque fois en argumentant et en justifiant et en donnant à tous les petits copains les sources, des éléments de réflexion, des liens, etc. C'est toujours chouette. Vous pouvez évidemment vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et puis vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site insolentiae.com. La lettre d'information quotidienne est gratuite et si vous faites /boutique, eh bien là, c'est la lettre payante stratégie pour soutenir le site et mon travail et surtout aller plus loin
dans la notion de conseil et d'accompagnement de stratégie patrimoniale. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un JT du grenier ou pas, parce que c'est plus ou moins les vacances scolaires, donc ça dépendra de mes gentils enfants et du temps qu'ils me laisseront à peu près de libre, et de mon inspiration, parce que quand j'ai rien à dire, je ne dis rien. Mais sinon, vous pourrez me retrouver tout au long de la semaine, soit sur des petits podcasts du matin, soit évidemment dans le nouveau format. Bref, l'effondrement, prenez bien soin de vous. On se retrouve rapidement. Salut les copains.